J'ai obtenu mon diplôme en tant que major de promotion pendant que ma famille était à la fête de piscine de ma cousine. Les remises de diplôme sont ennuyeuses, m'a envoyé ma mère par SMS. 5 ans plus tard, Harvard m'a appelé pour me demander de prononcer le discours de remise de diplôme en tant que leur ancienne élève la plus réussie. Puis ma famille est apparue, demandant un retour sur leur investissement en moi. Mon nom est Alice et j'ai 26 ans. Je viens de raccrocher avec ma mère qui a passé 20 minutes à m'expliquer pourquoi je devrais être reconnaissante qu'ils reconnaissent enfin mon existence. Harvard a appelé à la recherche de ses anciens élèves les plus brillants et, tout à coup, je fais de nouveau partie de la famille. C'est drôle comme le succès a le don de rendre visibles les enfants invisibles, n'est-ce pas? Mais laissez-moi revenir en arrière, car vous devez comprendre à quel point ma famille m'a spectaculairement abandonné avant de pouvoir apprécier à quel point je vais parfaitement leur rendre l'appareil. D'où regardez-vous aujourd'hui? Indiquez votre emplacement dans les commentaires ci-dessous et appuyez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement invisible au sein de votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour ce qui s'est passé ensuite. L'appel est arrivé un mardi matin alors que j'examinais des rapports trimestriels dans mon bureau d'angle chez Goldman Sachs. Oui, cette même Goldman Sachs. L'ironie ne m'a pas échappé que la famille qui a passé des années à me traiter de rat de bibliothèque ennuyeuse me retrouvait maintenant via la banque d'investissement la plus prestigieuse du pays. Je suis sûr qu'ils m'ont d'abord cherché sur Google pour s'assurer que je valais leur temps. Alice, c'est maman. Sa voix avait ce ton artificiellement doux qu'elle réservait aux demandes de service, comme lorsqu'elle avait besoin que quelqu'un garde la maison pendant qu'ils emmenaient mes frères et sœurs en vacances sans moi. Nous avons une merveilleuse nouvelle. Harvard a appelé ce matin. Harvard, mon alma mater, l'endroit où j'ai obtenu mon diplôme avec mention il y a 5 ans pendant que ma famille était à une fête au bord de la piscine parce que, je cite, les remises de diplôme sont ennuyeuses. Mais j'y reviendrai plus tard. Ils recherchent leur ancienne élève la plus brillante pour prononcer le discours de remise de diplôme cette année. Apparemment, tu es très accompli. La façon dont elle a dit « accompli » m'a donné l'impression qu'elle venait de découvrir que je pouvais faire mes propres lacets. J'ai posé mon stylo, regardant le trafic de Manhattan défiler devant ma fenêtre du 42e étage, la même fenêtre que je ne leur avais jamais mentionnée parce que pourquoi l'aurais-je fait? Ils ne m'avaient jamais interrogé sur mon bureau, mon travail ou ma vie en général. Et ils vous ont appelé parce que, je connaissais déjà la réponse, mais je voulais l'entendre le dire. Eh bien, ils n'ont pas pu vous joindre directement. Ils ont essayé votre ancien numéro. Et quand cela n'a pas fonctionné, ils nous ont contactés en tant que personne à contacter en cas d'urgence de vos dossiers d'étudiants. Au moins, elle était honnête sur cette partie. Une nouvelle approche pour elle. Le silence s'est étiré entre nous comme les 5 années de non-communication qui avaient précédé cet appel. Alice, ma chérie, nous avons toujours été si fiers de toi. Nous avons toujours su que tu étais destinée à la grandeur. J'ai éclaté de rire à cette phrase. Mon assistante a jeté un coup d'œil à travers la paroi vitrée de mon bureau, se demandant probablement si j'avais enfin craqué sous la pression de la gestion de portefeuille de milliards de dollars. Si seulement elle savait que la vraie source de mon amusement était la tentative de ma mère de réécrire 26 ans d'histoire en une seule phrase. Toujours, maman. Vraiment? Je n'ai pas pu cacher l'amusement dans ma voix parce que j'ai des souvenirs très différents de mon enfance. Maintenant, Alice, ne sois pas dramatique. Tu sais, nous avons toujours soutenu ton éducation. Soutenu. C'est une façon créative de décrire le fait de décourager activement quelqu'un de poursuivre ses objectifs, mais je lui accorderai des points pour sa créativité. En fait, j'adorerais discuter de ce soutien. Mais d'abord, pourquoi ne me dites-vous pas ce que Harvard veut vraiment? Parce que d'après mon expérience, quand ma famille me contacte soudainement après des années de silence, elle veut quelque chose. Et ce n'est jamais ma personnalité pétillante après ça. Laissez-moi vous ramener au début de tout cela, car la fierté soudaine de ma mère semble beaucoup moins chaleureuse quand vous connaissez toute l'histoire. Et croyez-moi, une fois que vous l'aurez entendu, vous comprendrez pourquoi je ne me précipite pas pour organiser une réunion de famille. Grandissant dans la banlieue du Massachusetts, j'étais la déception familiale qui avait l'audace d'exceller dans des domaines qui ne les intéressaient pas. Tandis que mon frère aîné Jake passait le lycée avec des moyennes de C, et que ma sœur cadette Emma se concentrait sur le perfectionnement de sa présence sur les réseaux sociaux, je passais mes vendredis soirs avec des manuels scolaires et mes samedis matins à des compétitions académiques. Alice, tu dois sortir le nez de tes livres et apprendre à être une adolescente normale, disait maman,
généralement juste avant d'emmener Emma à une autre virée shopping ou Jake à une autre fête, car apparemment la lecture était un défaut de caractère qui devait être corrigé. La blague familiale a commencé tôt. Regardez, c'est notre petit robot. Papa annonçait quand je demandais du temps calme pour étudier. Bip bip. Ne comprends pas le plaisir. J'ai crié et ajouté son surnom préféré, professeur Casse-Pied. Même Emma, 4 ans plus jeune, apprenait à lever les yeux au ciel quand j'essayais de l'aider avec ses devoirs. Mon Dieu, Alice, tu es tellement bizarre. Pourquoi ne peux-tu pas être normale? Normal. C'est devenu leur arme préférée contre moi. Quand j'ai remporté la foire scientifique de l'État à 16 ans, ils étaient au match de baseball de Jake. Pas même un championnat, juste un match normal de mardi après-midi. Quand j'ai reçu une bourse d'été pour un programme universitaire prestigieux à Harvard, ils étaient occupés à planifier la fête des 16 ans d'Emma. Le schéma était si constant que l'on pouvait régler sa montre dessus, et croyez-moi, j'ai commencé à tenir des comptes. Appelez ça mon premier projet de recherche sur le dysfonctionnement familial. Tes frères et sœurs ont davantage besoin de notre attention. Papa expliquait lors de nos rares conversations en tête-à-tête, qui avait généralement lieu quand il avait besoin que je surveille Emma pendant qu'ils allaient au match de Jake. Tu es autonome. Tu n'as pas besoin de nous. Autonome. C'était leur excuse préférée pour la négligence. Habillé comme un compliment. Un peu comme appeler quelqu'un, trop intelligent pour son propre bien, quand vous voulez vraiment dire, votre intelligence nous met mal à l'aise. J'ai appris très tôt que demander de l'aide était inutile. Quand j'avais besoin de fournitures pour des projets scolaires, je les achetais avec l'argent de mon travail de tutrice à temps partiel. Quand je voulais participer à des camps universitaires, je postulais à des bourses parce que demander à mes parents me semblait mendier à des étrangers. Quand j'ai exprimé mon intérêt à apprendre des langues ou à suivre des cours supplémentaires, maman agitait la main d'un air dédaigneux. On ne peut pas se le permettre, Alice. D'ailleurs, tu dois apprendre à être une fille normale. Toutes ces études ne sont pas saines. Mais d'une manière ou d'une autre, il pouvait se permettre l'équipement de hockey de Jake, les cours de danse d'Emma et les vacances en famille auxquelles je n'étais mystérieusement jamais invité. C'est drôle comme la pauvreté peut être sélective. L'embarras public était le pire. Lors des réunions parents-professeurs, lorsque mes professeurs louaient mes performances, maman avait l'air mal à l'aise. Elle a toujours été un peu intense, disait-elle avec un rire nerveux. Nous continuons d'essayer de la faire se détendre, comme si mon succès scolaire était un trouble social qui nécessitait une intervention. Lors des réunions de famille, mes réalisations devenaient des tueurs de conversation. Quand tante Carole demandait à propos de ma dernière récompense ou bourse, on pouvait littéralement voir l'énergie quitter la pièce. Jake commençait à faire des bruits de robot. Emma avait soudainement besoin de vérifier son téléphone, et mes parents changeaient rapidement de sujet pour n'importe quoi d'autre. J'ai commencé à décliner les invitations à ces événements, ce qui n'a fait que confirmer leur récit selon lequel j'étais asocial. La lettre d'acceptation de Harvard est arrivée un mardi de mars pendant ma dernière année. Je l'ai ouverte seule dans notre cuisine, mes mains tremblantes en lisant les mots qui allaient changer ma vie. Bourse complète, invitation à la liste du doyen, félicitations personnelles du comité d'admission pour mon potentiel académique exceptionnel et ma curiosité intellectuelle. J'ai trouvé maman dans le salon, en train de faire défiler les photos Instagram d'Emma. J'ai été accepté à Harvard, ai-je annoncé, brandissant la lettre comme si c'était le billet de loterie que c'était essentiellement. Elle a levé les yeux pendant exactement 2 secondes. C'est bien, chérie. As-tu vu la nouvelle publication d'Emma? Elle a déjà 300 likes. C'était tout. Aucune célébration, aucune fierté, aucune reconnaissance que sa fille venait de réaliser quelque chose dont la plupart des gens ne rêvent que. Justin, c'est bien, désinvolte avant de revenir à la question vraiment importante des métriques des réseaux sociaux d'Emma. Je suis resté là 1 minute entière, attendant que l'excitation me gagne, que quelqu'un réalise ce qui venait de se passer. Mais maman a continué à faire défiler, me montrant occasionnellement les photos d'Emma comme si je me souciais davantage des selfies du déjeuner de ma sœur que de mon propre avenir. Mais vous savez quoi? La vraie trahison était encore à venir. Et quand elle arriverait, elle ferait passer ce moment d'indifférence pour un soutien enthousiaste. Harvard était censé être mon évasion, ma chance de côtoyer des gens qui valorisaient l'intelligence et l'ambition. Et c'était le cas, à l'exception d'un problème flagrant. Ma famille a traité mon départ comme un inconvénient plutôt qu'un accomplissement. En fait,
rayer cela. Ils l'ont traité comme un soulagement. Le jour de l'emménagement est arrivé en septembre. J'avais passé l'été à faire des doubles quarts dans un restaurant local pour économiser de l'argent pour les dépenses universitaires que ma bourse ne couvrait pas. Tandis qu'Emma recevait une toute nouvelle Toyota Camry pour son 17e anniversaire, avec un nœud rouge et une séance photo en famille. Et Jake recevait un voyage transcontinental entièrement financé pour se trouver. Je mettais ma vie dans des valises d'occasion de Goodwill. Nous ne pouvons pas te conduire à Boston, a annoncé maman la semaine avant le début des cours sans même lever les yeux de son café. Emma a un camp de cheerleading et ton père emmène Jake visiter des universités. Des universités? Les notes de Jake lui permettaient à peine d'entrer au collège communautaire, mais d'une manière ou d'une autre, il méritait une visite guidée par son père pendant que l'on s'attendait à ce que je trouve mon propre chemin vers l'une des universités les plus prestigieuses du monde. L'ironie aurait été drôle si elle n'avait pas été si douloureuse. J'ai pris un bus Greyhound, 17 heures avec 2 correspondances et un déjeuner de crackers de distributeur automatique. Je vous épargnerai les détails du transport de mes affaires à travers Harvard Yard par moi-même, mais disons simplement que ce n'était pas l'arrivée triomphante que j'avais imaginée. D'autres étudiants de première année avaient des parents qui les aidaient, prenaient des photos, pleuraient de fierté. J'avais mal au dos et une profonde compréhension de ma solitude. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quel point il disparaîtrait complètement de ma vie après cela. Le premier mois, j'appelais chez moi tous les dimanches, désespéré de maintenir un lien avec ma famille. Ces conversations suivaient un schéma prévisible. 5 minutes sur leur vie, 30 secondes pour me demander si j'étudiais toujours beaucoup, puis une excuse pour raccrocher. Oh, Alice, je dois y aller. Emma a besoin d'aide pour ses devoirs. Ou, le match de Jake commence bientôt. Toujours quelque chose de plus important que de parler à leur fille qui réussissait à Harvard sans aucun soutien de leur part. En octobre, j'appelais toutes les 2 semaines. En décembre, 1 fois par mois. Ils ne m'ont jamais appelé, pas une seule fois. Pas même pour vérifier si j'étais vivante, si j'avais assez d'argent pour manger, ou si j'avais besoin de quoi que ce soit. Silence radio, sauf pour un SMS de groupe occasionnel concernant des réunions de famille auxquelles je n'étais manifestement pas invité. Pendant ce temps, les réseaux sociaux sont devenus ma fenêtre sur leur véritable priorité. Les stories Instagram et les publications Facebook ont dressé un tableau très clair de ma position dans la hiérarchie familiale. Il y avait Jake qui recevait une nouvelle voiture, une BMW, parce qu'apparemment son travail à temps partiel dans une pizzeria exigeait un transport de luxe. Il y avait la fête d'anniversaire élaborée d'Emma, avec des photos professionnelles et une liste d'invités de 50 personnes. Il y avait des dîners de famille dans des restaurants coûteux, des week-ends au Cap Cod, des billets de concert, des virées shopping, et puis il y avait les publications de mes parents sur leurs merveilleux enfants. Les moments forts médiocres du buzzball de Jake recevaient des paragraphes de commentaires fiers. Les performances théâtrales d'Emma au lycée étaient documentées comme des débuts à Broadway. Mes réussites sur la liste du doyen, silence. Mon acceptation dans un programme de recherche exclusif, silence. C'était comme si j'avais été effacé de leur récit familial par Photoshop. Le plus douloureux, c'était de voir l'effort qu'ils mettaient dans la vie de mes frères et sœurs. Maman conduisait 2 heures pour regarder les matchs de tennis d'Emma. Papa ne manquait jamais les matchs de Jake, même les moins importants. Il payait les cours de préparation au SAT d'Emma, le camp de hockey de Jake et les frais de candidature à l'université de tous les 2. Mais quand j'ai mentionné avoir besoin d'argent pour des manuels scolaires lors d'un de nos rares appels téléphoniques, la réponse de maman a été immédiate. Oh, chérie, tu as toujours été si douée pour gérer l'argent. Je suis sûr que tu t'en sortiras. Traduction, tu ne vaux pas l'investissement. L'abandon n'était pas seulement financier. Thanksgiving de ma 2e année a brisé quelque chose en moi de façon permanente. J'avais passé des semaines à planifier mon voyage de retour, excité de partager mes dernières réalisations universitaires et peut-être enfin obtenir une certaine reconnaissance pour mon travail acharné. Je suis rentré à la maison pour trouver ma chambre transformée en dressing d'Emma. Oh, a dit maman quand j'ai demandé à propos de mes affaires déplacées. Nous pensions que tu ne t'en soucierais pas. Tu n'es presque jamais là maintenant. Et Emma avait vraiment besoin d'espace. Ma chambre d'enfance, avec son bureau intégré, où j'avais fait mes devoirs pendant 12 ans, était maintenant un sanctuaire pour les habitudes de shopping de ma sœur. Mes livres étaient emballés au sous-sol. Mes prix et certificats étaient introuvables. Même mon lit avait été remplacé par une penderie.
Où suis-je censé dormir, ai-je demandé, réellement confuse. Le canapé est confortable, a dit papa de son fauteuil inclinable, sans prendre la peine de lever les yeux de son journal. Où il y a toujours le sous-sol si tu veux de l'intimité. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous réalisez que votre propre famille vous considère comme jetable? Commentez ci-dessous si vous comprenez cette marque particulière de chagrin. Je n'ai tenu que 2 jours avant de reprendre le bus pour Harvard. J'ai passé le reste des vacances de Thanksgiving dans mon dortoir vide, mangeant de la dinde de cafétéria et faisant semblant de ne pas me soucier du fait que ma famille célébrait sans moi à nouveau. Ma 3e année a été celle où j'ai arrêté de prétendre que ma famille se souciait de mon existence. Mais le chemin vers cette réalisation a été plus douloureux que je ne le souhaite de me souvenir. Rempli de tentatives répétées de me connecter avec des personnes qui semblaient déterminées à me rejeter. Je continuais d'essayer de rentrer pour les vacances, m'accrochant à une fantaisie que cette fois serait différente. Peut-être que cette fois il s'intéresserait à ma vie, mes réalisations, mes pensées. Peut-être que cette fois j'obtiendrais enfin le lien familial que je désirais désespérément. J'ai eu tort à chaque fois. Noël de ma 2e année a été particulièrement brutal. Je suis rentré à la maison, excité de partager que j'avais été sélectionné comme assistante d'enseignement pour le cours d'économie comportementale du professeur Martinez, un honneur généralement réservé aux étudiants de 3e cycle. J'avais préparé des histoires sur ma recherche, mes cours, les professeurs incroyables qui me parrainaient. Au moment où j'ai franchi la porte, les critiques ont commencé. « Oh, Alice » a dit maman, me regardant de haut en bas avec une désapprobation évidente. « Qu'est-ce que tu portes ? Ce pull te donne l'air si sérieuse. Et tes cheveux ? Quand as-tu fait quelque chose d'amusant avec eux pour la dernière fois ? » Je portais un pull en cachemire bleu marine et un jean foncé. Des vêtements parfaitement normaux, mais apparemment pas assez amusants pour les standards de maman. « Je pense que j'ai l'air bien », ai-je répondu, ce qui était apparemment la mauvaise réponse. C'est exactement le problème. Tu penses que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Tu dois apprendre à prendre soin de ton apparence. Comment vas-tu trouver un petit ami si tu t'habilles comme une bibliothécaire? Parce que naturellement, trouver un petit ami était plus important que le fait que j'excellais dans l'une des universités les plus prestigieuses du monde. Le pire, c'est la façon dont il traitait mon langage. J'avais passé 2 ans entouré de personnes brillantes qui engageaient des conversations sophistiquées sur l'économie, la philosophie et la littérature. J'avais appris à articuler des idées complexes, à utiliser un langage précis, à m'engager dans un discours intellectuel. Pour ma famille, c'était apparemment un défaut de caractère. La revoilà, disait Jacques chaque fois que j'essayais de contribuer à une conversation, avec ces mots à $50. Et, professeur Caspier, peux-tu nous traduire ça pour nous, les gens normaux? Tu n'as pas besoin d'avoir l'air si intelligente tout le temps, a ajouté Emma avec une réelle exaspération. C'est comme si tu essayais de nous faire nous sentir stupides. L'ironie, c'est que je n'essayais de faire sentir quoi que ce soit à personne. Je parlais simplement naturellement, comme j'avais appris à le faire à Harvard. Mais pour eux, mon vocabulaire était une attaque. Mon intelligence une insulte. Mon éducation une accusation. Maman était la pire des délinquantes. Alice, ma chérie, tu dois apprendre à parler comme une personne normale. Personne n'aime les frimeurs. Tous ces grands mots et ces idées compliquées. C'est épuisant. Ne peux-tu pas juste avoir une conversation simple? J'ai commencé à surveiller mon langage, à simplifier mes pensées, à choisir des mots plus simples. Mais ce n'était jamais suffisant. Même lorsque j'essayais de correspondre à leur niveau de conversation, ils trouvaient des moyens de me faire sentir que j'étais fausse, trop sérieuse, trop intense, trop. La dynamique familiale s'était cristallisée en des rôles clairement définis. Jake était le golden boy dont tout le monde devait nourrir et protéger le potentiel, malgré le fait que son potentiel semblait impliquer de boire de la bière et de jouer à des jeux vidéo. Emma était la papillon sociale qui avait besoin d'un soutien et d'une validation constant pour ses activités de plus en plus superficielles. Et j'étais l'excentrique de la famille dont la présence perturbait leur dynamique confortable. Lors des réunions de famille, quand des parents posaient des questions sur l'université, Jake et Emma racontaient des histoires amusantes sur les fêtes, les amis et les drames du campus. Quand c'était mon tour, je mentionnais mes recherches ou mes réalisations académiques, et on pouvait littéralement voir l'intérêt disparaître du visage des gens. Oncle Bob hochait la tête poliment et changeait immédiatement de sujet. Tante Carole trouvait une excuse pour se servir à boire.
Mes parents avaient l'air embarrassés, comme si mon succès était d'une certaine manière socialement inapproprié. Elle a toujours été différente, expliquait maman à des proches avec un rire nerveux. Trop sérieuse pour son propre bien. Nous continuons d'essayer de la faire se détendre, mais vous savez comment sont certains enfants. Même maintenant, des années plus tard, le souvenir de ces conversations me serre la poitrine. Il ne célébrait pas mes réalisations. Il s'en excusait. À la fin de ma 3e année, j'ai pris une décision qui a probablement sauvé ma santé mentale. J'ai arrêté de rentrer chez moi pour les vacances. Je me suis porté volontaire pour aider à des projets de recherche pendant les vacances de Thanksgiving. Je suis resté sur le campus pour Noël, leur disant que j'avais trop de travail à faire. Les vacances de printemps sont devenues une opportunité d'étudier davantage plutôt que de passer du temps en famille. Alice devient si asociale. J'ai entendu maman dire à tante Carole lors d'un de ses appels téléphoniques, tout ce qui l'intéresse, c'est l'école. Ce n'est pas sain pour une jeune femme d'être aussi isolée, asociale. Parce que choisir un travail significatif plutôt que le dysfonctionnement familial est apparemment un défaut de caractère qui nécessite une intervention. La distance que j'avais créée était une protection, mais elle m'a aussi apporté de la clarté. Je pouvais voir la dynamique de notre famille avec une honnêteté brutale pour la première fois. J'étais l'enfant responsable qui ne nécessitait aucun entretien, le bouc émissaire commode pour leur dysfonctionnement collectif, et le rappel inconfortable que peut-être ils n'étaient pas aussi intelligents ou brillants qu'ils aimaient le croire. Mes notes reflétaient ma concentration. Liste du doyen chaque semestre, postes de recherche pour lesquels d'autres étudiants se battaient, professeurs qui commençaient à mentionner des possibilités d'études supérieures, opportunités académiques qui ouvraient des portes que je n'avais jamais imaginé exister, et à travers tout cela. Silence radio à la maison. Aucune félicitation, aucun intérêt, aucune fierté. En dernière année, j'avais bâti une nouvelle définition de la famille. Une définition qui incluait mes professeurs, mon groupe d'études, mes collègues de recherche, des personnes qui valorisaient l'intelligence, célébraient la réussite et traitaient le savoir comme quelque chose de précieux plutôt que de menaçant. Mais parfois l'univers a le sens de l'humour à ce sujet. Parfois, il attend que vous ayez renoncé à des gens avant de vous montrer exactement qui ils sont. La dernière année a apporté 2 événements qui ont changé ma vie. Ma sélection en tant que major de promotion est la démonstration la plus spectaculaire d'indifférence de ma famille à ce jour. Si vous pensiez que leur négligence précédente était impressionnante, attendez. Ils étaient sur le point d'établir une nouvelle norme d'or pour la déception parentale. L'annonce du major de promotion est arrivée en mars. Harvard ne prend pas cette décision à la légère. Il ne s'agit pas seulement des notes, bien que les miennes aient été certainement assez fortes. Il considère le leadership, les contributions à la recherche et l'impact global sur la communauté universitaire. J'avais passé 4 ans à construire quelque chose de significatif dans cette institution, rédactrice en chef de la revue d'économie, assistante d'enseignement pour 3 professeurs différents, recherche qui était citée par des étudiants de 3e cycle à travers le pays. Le doyen m'a appelé personnellement pour m'annoncer la nouvelle. Alice, c'est un honneur extraordinaire. En 20 ans ici, j'ai rarement vu une étudiante contribuer autant à notre communauté intellectuelle. Votre discours donnera le ton à toute votre promotion. J'aurais dû être ravi. Au lieu de cela, j'ai ressenti un vide familier parce que je savais exactement comment cette nouvelle serait reçue à la maison, ou plutôt, comment elle ne serait pas reçue. Je les ai quand même appelés. Une dernière tentative de connexion. Maman, j'ai une grande nouvelle. Oh, attends, chérie. Emma essaie de choisir entre 2 robes de bal, et j'ai promis de l'aider. C'est une décision tellement importante. Peux-tu rappeler plus tard? J'ai raccroché sans laisser de message. Plus tard n'est jamais venu, d'ailleurs. Ça n'arrive jamais dans ma famille quand il s'agit de mes réussites. J'ai réessayé le lendemain. Papa, j'ai été choisi comme major de promotion. C'est super, ma chérie. Et, ta mère t'a dit que Jack avait été accepté à l'université d'État? Nous sommes si fiers. Ses notes n'étaient pas parfaites, mais ils ont vu son potentiel. Le collège communautaire de l'État. Ils étaient plus fiers de l'acceptation de Jack dans une école avec un taux d'acceptation de 90% que de ma sélection pour représenter l'ensemble de la promotion de Harvard. Le coup de poignard est venu quand j'ai réalisé qu'il n'avait aucune intention d'assister à ma cérémonie de remise des diplômes.
Je l'ai découvert par hasard 3 semaines avant la cérémonie quand Emma a posté une story Instagram sur sa merveilleuse journée de shopping pour sa robe de bal avec maman. La date était encerclée en rose fluo, 15 mai, le même jour que la remise des diplômes de Harvard. J'ai appelé immédiatement. Maman, le bal d'Emma, c'est le week-end de la remise des diplômes. Oh, vraiment? Quelle coïncidence. Son ton était si désinvolte que j'ai presque cru qu'elle n'avait pas remarqué. La remise des diplômes est le 15 mai. Je prononce le discours de remise des diplômes, tu sais, en tant que major de promotion. C'est merveilleux, chérie. Mais le bal d'Emma est le même jour. Et Jake a aussi un tournoi ce week-end-là. Ton père et moi ne pouvons pas être à 2 endroits à la fois. Ma remise des diplômes de Harvard. Le jour où je représenterai toute ma promotion devant des milliers de personnes, prononçant un discours que j'avais passé des mois à rédiger. L'aboutissement de 4 ans de travail qui m'avait transformé d'une adolescente négligée en une jeune femme confiante. Et il choisissait les événements routiniers du lycée de mes frères et sœurs à la place. Les remises de diplômes ne sont que des cérémonies, a ajouté papa quand j'ai exprimé ma déception. L'important, c'est le diplôme. Tu l'auras de toute façon. D'ailleurs, tu n'as jamais eu besoin de nous avant. Jamais besoin d'eux. Leur excuse préférée. Habillée comme indépendante alors que c'était en fait un abandon. Mais l'humiliation n'était pas encore terminée. 2 semaines avant la remise des diplômes, j'ai réalisé que j'avais besoin de quelque chose à porter pour la cérémonie. Quelque chose de spécial pour le jour le plus important de ma vie académique. Maman, j'ai besoin d'aide pour trouver une robe pour la remise des diplômes. Quelque chose d'approprié pour prononcer le discours. Oh, Alice, nous n'avons tout simplement pas l'argent en ce moment. Le tournoi de Jake nécessite de nouveaux équipements et la robe de bal d'Emma était plus chère que prévu. Tu comprends? Ils n'avaient pas d'argent pour une robe de remise des diplômes pour leur fille major de promotion, mais ils venaient d'acheter à Jake une crosse de hockey à $300 et à Emma une robe de bal à $400. Les chiffres étaient assez clairs. Je ne valais pas l'investissement. Peut-être peux-tu trouver quelque chose dans un magasin à rabais. Suggéra maman d'un air serviable. Tu es si doué pour trouver des bonnes affaires. J'ai raccroché et je me suis assise dans ma chambre d'étudiante, fixant l'écran de mon ordinateur portable. Dans 2 semaines, je me tiendrai devant les anciens élèves, professeurs et administrateurs les plus distingués de Harvard, prononçant un discours dont on se souviendrait pendant des années. Je représenterai non seulement ma promotion, mais l'université elle-même, et je n'avais rien apporté. Ma colocataire Sarah m'a trouvé en pleurs à mon bureau ce soir-là. Pas des sanglots dramatiques, juste des larmes silencieuses d'épuisement et de déception. Qu'est-ce qui ne va pas, a-t-elle demandé gentiment. Je lui ai parlé de la situation de la robe, des priorités de ma famille, de ce sentiment d'être complètement seul le jour qui aurait dû être le plus fier de ma vie. Sarah a disparu dans son placard et en a ressorti une magnifique robe bleu marine encore dans sa housse de protection. Ma sœur a acheté ça pour sa remise de diplôme en droit l'année dernière. Elle fait ta taille. S'il te plaît, porte-la. J'ai essayé de refuser, mais Sarah n'a rien voulu entendre. Alice, tu m'as aidé avec mes devoirs d'économie pendant 4 ans. Tu m'as écouté pleurer à propos des garçons, du stress et de tout le reste. Tu prononces le discours de major de promotion à Harvard. Tu mérites d'être absolument magnifique. Cette nuit-là, en essayant la robe de la sœur de Sarah, j'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais trouvé plus de soutien auprès d'une colocataire que je connaissais depuis 4 ans que je n'en avais jamais reçu de la famille que je connaissais depuis 22 ans. La robe allait parfaitement. Dedans, j'avais l'air de quelqu'un qui avait sa place sur cette scène, quelqu'un dont les mots comptaient, quelqu'un digne de respect et d'admiration. J'aurais juste souhaité que les gens qui m'avaient élevé me voient de la même manière, mais ils ne seraient pas là pour me voir du tout. Le jour de la remise des diplômes est arrivé, beau et clair. L'une de ces parfaites matinées de mai qui donnent l'impression que Boston est le centre de l'univers. Je me suis réveillé dans ma chambre d'étudiante pour la dernière fois, entouré de cartons emballés et de 4 ans de souvenirs dont personne de ma famille n'avait été témoin ni ne s'était soucié d'entendre parler. Les parents de ma colocataire Sarah étaient arrivés 3 jours plus tôt avec sa grand-mère, 2 tantes et son jeune frère. Ils nous avaient emmenés dîner dans des restaurants chers, avaient visité le campus comme des touristes fiers, et m'avaient traité avec plus de chaleur en 72 heures que ma propre famille ne m'en avait montré en 4 ans. La mère de Sarah m'a même aidé avec mes cheveux et mon maquillage, s'inquiétant pour moi comme si j'étais sa propre fille.
Es-tu sûr que tes parents ne viennent pas, a-t-elle demandé pour la 10e fois. Une véritable préoccupation plissait ses traits. Ils ont d'autres engagements, ai-je répondu. Le même mensonge diplomatique que je racontais à tout le monde qui posait la question. Parce que la vérité, que mes parents avaient choisi un bal de fin d'études et un tournoi de baseball de collège communautaire plutôt que mon discours de major de promotion à Harvard, était trop pathétique pour être prononcé à voix haute. Me préparer était surréaliste. J'ai enfilé la belle robe de la sœur de Sarah et ma toge et mon mortier, ajustant mes cordons de remise des diplômes et mes étoiles de société d'honneur. Dans le miroir, j'avais l'air de quelqu'un qui avait sa place sur cette scène. Quelqu'un dont les mots comptaient. Quelqu'un dont les réalisations valaient la peine d'être célébrées. Si seulement les gens qui m'avaient élevé pouvaient le voir ainsi. En marchant vers la cérémonie, j'étais entouré de familles partout. Des mères pleurant de fierté. Des pères rayonnant de leurs enfants accomplis. Des grands-parents qui avaient traversé le pays pour ce moment. Des frères et sœurs tenant des pancartes faites maison avec des messages encourageants et des blagues d'initiés. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message au groupe de discussion familiale, je suis sur le point de prononcer mon discours. Souhaitez-moi bonne chance. Puis j'ai attendu et attendu. 20 minutes se sont écoulées sans réponse. Les diplômés étaient classés par ordre alphabétique, ce qui me plaçait près de l'avant en raison de mon nom de famille. Vue parfaite sur le public. Occasion parfaite de scanner la foule à la recherche de visages familiers qui, je savais, ne seraient pas là. Mais une partie pathétique de moi a continué à chercher quand même, espérant qu'il me surprendrait, espérant qu'il réaliserait à la dernière minute à quel point c'était important. Il ne l'avait pas fait. Mon téléphone a vibré juste au moment où nous prenions nos places. J'ai jeté un coup d'œil pour voir une réponse dans le groupe de discussion familiale. Maman, nous sommes tous à la fête à la piscine de notre cousin Tommy. Tellement amusant. Les remises de diplômes sont tellement ennuyeuses de toute façon. Bonne chance, ma chérie. J'ai fixé ce message pendant une minute entière, le lisant encore et encore. Il ne manquait pas seulement ma remise des diplômes. Il célébrait activement ailleurs, qualifiant le jour le plus important de ma vie universitaire d'ennuyeux. La cruauté désinvolte de cela, le manque total de conscience, l'émoticône souriant à la fin. C'était presque artistique dans son inconscience. 22 ans d'être leur fille, et c'est ce que je valais pour eux, un SMS jetable entre deux activités de fête à la piscine. Mais vous savez quoi? À ce moment-là, quelque chose en moi a changé. La blessure s'est transformée en quelque chose de plus propre, de plus tranchant, de la clarté. Quand ils ont prononcé mon nom en tant que major de promotion, je me suis dirigé vers le pupitre, portant un discours que j'avais réécrit 3 fois, essayant de trouver des mots qui honoreraient ce moment sans révéler le vide que je ressentais. J'ai regardé les 2000 membres de famille fiers et me suis senti complètement seul. Et puis j'ai commencé à parler. J'ai parlé de résilience et d'autodétermination, de trouver son propre chemin quand le monde essaie de diminuer vos rêves, de la différence entre être seule et être indépendante. De construire quelque chose de significatif de ses propres mains et de son propre esprit quand personne d'autre ne croit en votre vision. Le succès, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers la foule silencieuse, ce n'est pas de faire ses preuves auprès de personnes qui refusent de voir votre valeur. C'est de reconnaître sa propre valeur et de construire une vie qui la reflète. Je n'ai jamais mentionné ma famille spécifiquement, mais je pouvais voir sur les visages de certains étudiants et parents que mes mots résonnaient avec leurs propres expériences de se sentir invisibles ou sous-évalués. La standing ovation a duré 3 minutes. 3 minutes d'applaudissements retentissants pour un discours qui venait de l'endroit le plus profond et le plus douloureux de mon cœur. Des professeurs s'essuyant les yeux, des étudiants acclamant, des parents hochant la tête avec reconnaissance et compréhension. Dans la file d'attente après personne s'est arrêté pour me serrer la main. Ce discours a changé ma perspective, a dit un père. Ma fille avait besoin d'entendre ces mots, a dit un autre. Un professeur émérite m'a dit que c'était le discours de remise de diplôme le plus puissant qu'il ait entendu en 40 ans. Mais mon téléphone est resté silencieux. Aucune félicitation des personnes dont l'opinion avait autrefois le plus compté pour moi. Ce soir-là, au dîner de remise des diplômes que la famille de Sarah avait insisté pour m'inclure, son père a levé son verre pour un toast. À Alice, a-t-il dit, pour nous avoir rappelé à tous que les personnes les plus fortes sont souvent celles qui ont appris à se débrouiller seules. Votre famille devrait être incroyablement fière. Devrait être. Devrait.
Ces mots ont résonné dans mon esprit alors que je vérifiais enfin mon téléphone plus tard ce soir-là. Toujours rien de ma famille. Pas un seul message reconnaissant mon discours, mes réalisations ou mon existence. Mais j'avais 17 appels manqués de Goldman Sachs, McKinsey et d'autres entreprises qui avaient entendu parler de mon discours et voulaient discuter d'opportunités d'emploi. Apparemment, certaines personnes reconnaissaient la valeur quand elles la voyaient. Cette nuit-là, allongé dans mon lit d'enfant pour ce que je savais être la dernière fois, j'ai pris une décision qui a probablement sauvé ma santé mentale et a définitivement changé ma vie. J'en avais fini. Fini d'essayer de gagner un amour qui ne viendrait jamais. Fini d'accepter des miettes d'attention tout en les regardant se régaler de la médiocrité de mes frères et sœurs. Fini de prétendre que les liens du sang signifiaient quoi que ce soit quand il n'y avait pas de relation réelle à proprement parler. Désormais, je construirais ma vie avec des gens qui choisissaient d'y être, pas des gens qui se sentaient obligés de me tolérer. Et vous savez quoi? Cette décision m'a semblé être la première bouffée d'air frais que j'ai prise en 22 ans. Après l'obtention de mon diplôme, cette offre d'emploi m'attendait. Goldman Sachs était la plus prestigieuse, mais il y avait aussi des opportunités chez McKinsey, 2 startups technologiques différentes et un groupe de réflexion à Washington, D.C. Pas mal pour quelqu'un dont la famille ne s'est pas donné la peine de la voir obtenir son diplôme, si je puis me permettre. L'offre de Goldman Sachs était extraordinaire. Salaire de départ à 6 chiffres, prime à la signature et une voie rapide vers l'un des programmes de formation les plus compétitifs en finance. Le genre d'opportunité que la plupart des diplômés de Harvard tueraient pour. Le genre de nouvelles que les familles normales célébreraient avec du champagne et des appels téléphoniques fiers à leurs proches. J'ai accepté l'offre sans consulter personne. Pourquoi commencer maintenant? Ce qui est drôle, c'est que, pendant la première semaine après l'obtention de mon diplôme, je m'attendais à ce que quelqu'un de ma famille me pose des questions sur mes projets. Sûrement ils seraient curieux de savoir ce que leur fille fraîchement diplômée de Harvard, major de promotion, allait faire de sa vie. Sûrement quelqu'un voudrait savoir si j'avais trouvé un emploi, où je vivais, si j'avais besoin d'aide pour la transition. Non. Silence radio. Indifférence complète et totale à mes projets futurs. Pendant ce temps, leur fils de réseaux sociaux était rempli de mises à jour sur l'orientation de GEC au collège communautaire et le stage d'été d'Emma dans une boutique locale. Photos de dîners de famille auxquels je n'étais pas invité, voyages de week-end où je n'étais pas incluse, messages de groupe dont je ne faisais pas partie. C'était comme si j'avais obtenu mon diplôme universitaire et simultanément mon diplôme de leur famille. Tant mieux pour moi, 2 pouvaient jouer à ce jeu. J'ai passé 2 semaines à chercher un appartement à Manhattan, utilisant ma prime à la signature pour obtenir un magnifique appartement d'une chambre dans l'Upper East Side. Tandis que mes camarades de classe de Harvard retournaient chez leurs parents ou trouvaient des colocataires pour partager les dépenses, j'aménageais mon propre espace dans l'une des villes les plus chères du monde. L'ironie n'a pas échappé, la fille qu'ils avaient toujours appelée trop chère et trop exigeante était maintenant financièrement indépendante, tandis que leurs enfants préférés vivaient toujours aux frais des parents. Le jour du déménagement est passé sans un seul SMS de ma famille. J'ai engagé des déménageurs professionnels, fait installer mes services publics, meublé mon appartement avec des meubles d'adultes au lieu de l'esthétique de dortoir universitaire que j'avais eu pendant 4 ans. J'étais officiellement une New-Yorkaise travaillant pour l'une des entreprises les plus prestigieuses du monde. Et ma famille n'en avait aucune idée. Le premier mois chez Goldman fut intense mais exaltant. Des journées de 12 heures, des modèles financiers complexes, des réunions clients à enjeux élevés. Je travaillais aux côtés de certaines des personnes les plus intelligentes que j'ai jamais rencontrées, résolvant des problèmes qui comptaient vraiment, prenant des décisions qui affectaient de l'argent réel et de véritables entreprises. Mes collègues sont devenus mon cercle social. Nous prenions des verres après le travail, nous nous plaignions de délais impossibles, nous célébrions les affaires réussies. Pour la première fois de ma vie, j'étais entouré de gens qui valorisaient l'intelligence et l'ambition, qui voyaient le travail acharné comme admirable plutôt qu'asocial. 2 mois plus tard, j'ai eu ma première évaluation de performance. Exceptionnelle, parmi les 5% les meilleurs de ma cohorte. Accéléré pour une considération de promotion précoce. Je prospérais d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Toujours rien de ma famille. Pas même un « comment vas-tu » par SMS. 3 mois se sont écoulés avant que la curiosité ne me gagne. Se demandaient-ils même où j'étais? Se souciaient-ils de savoir si j'étais en vie? Avaient-ils remarqué que j'avais disparu de leur vie aussi complètement qu'ils avaient disparu de la mienne? J'ai décidé de tâter le terrain.
J'ai posté une photo sur Instagram. Ma première publication sur les réseaux sociaux depuis des mois, montrant l'horizon de Manhattan depuis la fenêtre de mon bureau. Pas de légende, pas de balise de localisation, juste la vue du 42e étage de l'un des bâtiments les plus reconnaissables du quartier financier. En moins d'une heure, j'ai eu des likes et des commentaires d'amis de l'université, d'anciennes connaissances du lycée, même de certains parents que je connaissais à peine. Waouh! Alice, vue incroyable. Si fière de toi. Vivre le rêve. De ma famille immédiate. Rien. Soit ils ne suivaient pas mes réseaux sociaux, ce qui serait typique, soit ils ne se souciaient tout simplement pas assez pour commenter. Dans tous les cas, le message était clair. 6 mois après le début de ma vie à New York, j'ai réalisé quelque chose de profond. J'étais plus heureuse que je ne l'avais jamais été. Non pas parce que je prouvais quoi que ce soit à ma famille, mais parce que j'avais enfin cessé d'essayer. J'avais bâti une vie basée sur mes propres valeurs, entouré de gens qui appréciaient mon esprit et respectaient mes réalisations. Je gagnais plus d'argent que mon père n'aurait jamais imaginé. Je travaillais sur des affaires qui faisaient la une des journaux économiques. Je développais une expertise dans une industrie qui me fascinait. Et je faisais tout cela sans un seul mot d'encouragement ou de soutien des personnes qui m'avaient élevé. Mais voilà le truc quand on construit une vie sans le soutien de sa famille. Cela vous rend incroyablement forte, mais cela vous rend aussi incroyablement vulnérable au moindre signe qu'ils pourraient réellement se soucier de vous. C'est probablement pourquoi, quand ils m'ont enfin contacté après presque un an de silence, j'ai été assez stupide pour espérer que peut-être ils avaient changé. Qu'est-ce qui, selon vous, les a finalement poussés à me contacter? Une véritable préoccupation pour mon bien-être ou toute autre chose? Faites-moi part de vos hypothèses dans les commentaires, car je vous garantis que vous ne verrez pas venir cette prochaine partie. 8 mois après le début de ma nouvelle vie à New York, j'ai pris ce qui s'est avéré être une décision catastrophique. J'ai décidé de donner à ma famille une dernière chance. Non pas pour reconstruire notre relation. Je n'étais pas aussi naïve, mais pour récupérer quelques affaires personnelles que j'avais laissées derrière moi et peut-être, juste peut-être, avoir une conversation honnête sur notre passé. J'avais encore quelques livres à la maison. Ma collection la plus précieuse, y compris des premières éditions de romans que j'avais économisées pour acheter, et les œuvres complètes de Shakespeare que ma grand-mère m'avait données avant sa mort. Ce n'étaient pas juste des livres. C'étaient des morceaux de mon histoire, de mon développement intellectuel, de ma relation avec le seul membre de ma famille qui m'avait réellement comprise. J'ai conduit depuis New York un samedi matin, sans prendre la peine d'appeler à l'avance. S'ils étaient à la maison, tant mieux. Sinon, j'avais mon ancienne clé et je savais où ils gardaient la de rechange. Je prendrais mes affaires et partirais. Simple, efficace, contact minimal. La maison ressemblait exactement à la même. Même peinture délavée sur les volets. Même jardin envahi par la végétation que papa promettait toujours d'entretenir. Même collection de photos de famille dans le couloir où ma présence avait toujours été manifestement minimale. Je suis entré et j'ai appelé, « Allô, il y a quelqu'un ? Alice ?» La voix de maman est venue de la cuisine, portant une réelle surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle est apparue dans le couloir, l'air plus âgé que dans mes souvenirs, portant les mêmes expressions confuses qu'elle avait eues toute mon enfance chaque fois que j'avais besoin d'attention. Je suis venu chercher quelques-unes de mes affaires, ai-je dit simplement. Mes livres, principalement, ceux que j'ai laissés dans mon ancienne chambre. Le visage de maman a fait quelque chose de compliqué. Une micro-expression qui a duré peut-être une demi-seconde, mais je l'ai saisie. Culpabilité, panique, difficile à dire. Oh, a-t-elle dit avec précaution. À ce propos, je pensais que tu savais. Un froid s'est installé dans mon estomac. Savoir quoi? Nous avons eu un vide-grenier il y a quelques mois pour collecter des fonds pour le mariage d'Emma. Nous avons vendu de vieilles choses qui n'étaient plus utilisées. Quelles vieilles choses? Juste des livres, principalement. Quelques meubles, des choses qui prenaient de la place. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Vous avez vendu mes livres? Juste ceux que tu as laissés, chérie. Nous pensions que si c'était important pour toi, tu les aurais emmenés à l'université. Je les fixais, traitant cette information. Ils avaient vendu mes livres, la collection Shakespeare de ma grand-mère, mes premières éditions de romans d'Austen, les livres de poésie que j'avais annotés au lycée, les textes de philosophie qui avaient façonné ma pensée.
Maman, ai-je dit lentement, c'était mes biens les plus précieux. L'ensemble Shakespeare venait de grand-mère. Certains de ses livres étaient irremplaçables. Eh bien, tu aurais dû dire quelque chose. Son ton était défensif maintenant, comme si c'était en quelque sorte ma faute. Comment étions-nous censés savoir qu'ils étaient importants? Ils étaient juste là à prendre la poussière. Juste là à prendre la poussière. 22 ans de ma vie, et ma mère venait de décrire mes biens les plus précieux comme des objets à collectionner la poussière. Combien en avez-vous tiré, ai-je demandé, bien que je savais déjà que la réponse aggraverait les choses. Oh, pas grand-chose. Peut-être $50 pour le tout. Les livres ne se vendent pas bien dans les vide-greniers. $50. Le dernier cadeau de ma grand-mère. Ma bibliothèque personnelle soigneusement organisée. Des années de croissance intellectuelle et de découverte vendues pour l'équivalent d'un dîner au restaurant. Nous avons mis l'argent pour la fête de fiançailles d'Emma. Maman a continué, ne semblant pas reconnaître l'ampleur de ce qu'elle venait de confesser. Elle était si contente du résultat. C'était ça. La goutte d'eau. Le moment où quelque chose de fondamental s'est brisé en moi. Pas de douleur cette fois, mais d'une clarté parfaite et cristalline. Où pensez-vous que j'ai été pendant les 8 derniers mois, ai-je demandé doucement. Maman a semblé confuse par le changement de sujet. À Harvard, je suppose. Ou peut-être avez-vous déménagé à Boston. Je vis à New York maintenant. Je travaille pour Goldman Sachs. Je gagne plus d'argent en un mois que papa en un trimestre. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, mais pas de fierté. Avec quelque chose qui ressemblait presque à du ressentiment. J'ai obtenu mon diplôme de Harvard avec mention, ai-je continué, ma voix ferme et calme. J'ai prononcé un discours dont on parle encore. J'ai eu cette offre d'emploi. J'ai bâti une vie extraordinaire. J'ai fait une pause, laissant cela s'assimiler. Et vous avez vendu mes livres pour $50 pour payer la fête de fiançailles d'Emma. Alice, si nous avions su, arrêter. Le mot est sorti plus durement que je ne l'avais prévu. Arrêtez, c'est tout. Vous avez passé toute ma vie à me faire comprendre que je n'ai pas d'importance pour vous. C'est juste le dernier exemple. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Quand est la dernière fois que l'un d'entre vous m'a appelé? Quand est la dernière fois que vous avez demandé comment j'allais? Savez-vous même où je vis? À quoi ressemble mon appartement? Si je suis heureuse ou en difficulté ou réussie ou seule? Le silence s'est étiré entre nous. Je le pensais, ai-je dit finalement. Voici ce qui va se passer. Je vais partir maintenant. Je vais retourner à ma vie à New York, et vous allez tous continuer à faire semblant que je n'existe pas, tout comme vous l'avez fait pendant les 8 derniers mois. Alice, tu es dramatique. La seule différence, ai-je continué comme si elle n'avait pas parlé, c'est que maintenant je vais arrêter de faire semblant que vous existez, vous aussi. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, puis je me suis retourné pour une dernière déclaration. Pour la petite histoire, je vais incroyablement bien, mieux que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai un travail incroyable, un bel appartement et des amis merveilleux qui me valorisent réellement. J'ai construit exactement la vie que je voulais. J'ai fait une pause à la porte. Sans l'aide d'aucun d'entre vous. Et avec ça, je suis sorti de leur maison et de leur vie. Le retour à New York fut une libération. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne portais pas le poids de leur approbation ou de leur déception potentielle. Je ne me demandais pas ce qu'ils pensaient de mes choix ou n'espérais pas qu'ils reconnaissent enfin ma valeur. J'étais libre. Libre de construire la vie que je voulais avec des gens qui voulaient vraiment en faire partie. Libre d'arrêter de gaspiller de l'énergie émotionnelle pour des gens qui ne m'avaient jamais valorisé. Libre de comprendre enfin que la famille ne se limite pas au lien du sang. Il s'agit des personnes qui choisissent de vous soutenir. Et ma famille biologique avait fait son choix très clair. 5 ans de silence béat. 5 ans à construire une vie basée sur mes propres valeurs plutôt que sur leur dysfonctionnement. 5 ans à me prouver que je pouvais m'épanouir sans leur approbation, leur reconnaissance ou leur présence. Et quels 5 ans ce furent. Ma carrière chez Goldman Sachs a explosé au-delà de mes rêves les plus fous. J'ai été promu 2 fois, géré des portefeuilles valant des centaines de millions de dollars et obtenu la reconnaissance comme l'une des jeunes analystes les plus prometteuses de l'entreprise. Mes collègues respectaient mon intelligence. Mes clients faisaient confiance à mon jugement, et mes supérieurs me considéraient comme un futur associé.
J'ai acheté un appartement magnifique dans l'Upper East Side. Pas seulement la chambre que j'avais au début, mais un véritable 2 pièces avec des parquets en bois dur, des moulures et une vue sur Central Park. Je l'ai meublé avec de belles pièces que j'avais choisies moi-même. Des œuvres d'art qui me parlaient, des livres qui reflétaient mes intérêts plutôt que ce que quelqu'un d'autre pensait que je devrais lire. J'ai voyagé dans des endroits dont j'avais rêvé depuis l'enfance. Tokyo pour le travail, Paris pour le plaisir, les îles grecques pour mon 30e anniversaire. J'ai fréquenté des hommes merveilleux qui me traitaient avec respect et admiration. Je me suis fait des amis qui valorisaient l'intelligence et l'ambition, qui célébraient mes succès plutôt que de s'en sentir menacés. Plus important encore, j'ai construit une famille choisie de personnes qui se montraient réellement présentes pour moi. Sarah de l'université est devenue ma meilleure amie, déménageant à New York pour des études de droit et y restant pour sa carrière. Mes collègues sont devenus mon cercle social. J'ai eu des mentors qui ont guidé mon développement professionnel et des amis qui ont soutenu ma croissance personnelle. Bref, j'ai construit la vie que j'avais toujours voulu, entouré de gens qui ont choisi d'y être. Le silence de ma famille biologique était complet et honnêtement rafraîchissant. Pas d'appels téléphoniques culpabilisants, pas de commentaires passifs-agressifs sur mes choix de vie, pas de demande de travail émotionnel ou de soutien financier, juste un silence béni et paisible qui m'a permis de m'épanouir. De temps en temps, je me demandais ce qu'ils devenaient. Les réseaux sociaux fournissaient des aperçus. Jake avait finalement obtenu son diplôme du collège communautaire et travaillait chez un concessionnaire automobile. Emma avait épousé son petit ami de l'université et postait des photos interminables de leur vie de banlieue. Mes parents avaient l'air plus âgés sur les photos, plus gris, mais leur présence sur les réseaux sociaux restait axée sur leurs enfants parfaits et leurs futurs petits-enfants. Ils ne m'ont jamais mentionné, pas une seule fois en 5 ans. C'était comme si j'avais été complètement effacé de leur récit familial, ce qui, compte tenu de leur comportement, était probablement pour le mieux. J'ai arrêté de vérifier leurs réseaux sociaux après la 3e année. À quoi bon? J'avais ma propre vie à vivre, mes propres succès à célébrer, mon propre avenir à construire. À la 5e année, j'avais atteint quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Une indifférence totale à leur opinion de moi. Je n'avais pas besoin de leur approbation parce que j'avais mon propre sens de la valeur. Je ne désirais pas leur attention parce que j'étais entouré de personnes qui me donnaient toute l'attention positive que je pouvais souhaiter. J'étais réellement et authentiquement heureuse. C'est probablement pourquoi, lorsque mon assistante a frappé à la porte de mon bureau ce mardi matin d'octobre, je n'étais pas préparé à ce qui allait arriver. « Je suis désolé de vous interrompre pendant votre réunion client », a dit Jessica. Mais vous avez un appel familial urgent en ligne également. Mon estomac s'est immédiatement noué. Les appels d'urgence familiale au travail ne pouvaient signifier qu'une chose. Quelqu'un était mort. C'était le seul scénario qui les aurait poussés à me contacter après 5 ans de silence complet. Je me suis excusé auprès de la salle de conférence et j'ai décroché le téléphone dans mon bureau, me préparant au pire. Alice, c'est maman. Sa voix semblait essoufflée, excitée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. Ni affligée, ni paniquée. Excitée. Quelqu'un est blessé, ai-je demandé immédiatement, car rien d'autre n'expliquerait cet appel. Quoi? Non, personne n'est blessé. Nous avons des nouvelles incroyables. Des nouvelles incroyables. De la famille qui avait passé 5 ans à faire semblant que je n'existais pas. Harvard a appelé ce matin, a-t-elle poursuivi, sa voix vibrant pratiquement d'enthousiasme. Il vous cherchait. Apparemment, vous êtes leur ancienne élève la plus brillante de votre promotion. Je me suis lourdement assise sur ma chaise. Harvard, après toutes ces années. Ils veulent que vous prononciez le discours de remise des diplômes de cette année. Maman s'est précipitée. Vous y croyez? Ils vous ont appelé leur diplômée la plus accomplie. Nous n'avions aucune idée que vous étiez si brillante. Aucune idée. Bien sûr que non, car en 5 ans, ils n'avaient jamais pris la peine de savoir ce que je faisais de ma vie. Et ils vous ont appelé parce que, ai-je demandé, bien que je connaissais déjà la réponse. Eh bien, ils ont essayé de vous joindre par plusieurs canaux. Mais quand cela n'a pas fonctionné, ils ont trouvé nos coordonnées dans leur base de données des anciens élèves en tant que contact d'urgence de l'université. Ce qui signifiait que Harvard avait épuisé ses méthodes normales pour me joindre et avait eu recours à l'appel de ma famille, la famille que j'avais spécifiquement exclue de ma vie pour de très bonnes raisons. N'est-ce pas merveilleux, maman a gazouillé.
Nous avons toujours su que tu étais destiné à la grandeur. Nous avons toujours cru en toi, même lorsque tu étais si concentré sur tes études que tu as oublié la famille. La révision de l'histoire était à couper le souffle. Vraiment artistique dans son décalage complet avec la réalité. Nous sommes si fiers de tout ce que tu as accompli, a-t-elle poursuivi. Et nous pensons qu'il est temps de célébrer ton succès en famille. En famille, ces gens qui ne m'avaient pas parlé depuis 5 ans voulaient soudainement célébrer mon succès en famille. Mais voici ce qu'il en est d'être émotionnellement sain et d'avoir une estime de soi authentique. On repère la manipulation à des kilomètres. Et c'est cette farce d'intérêt personnel enveloppée d'une fausse sentimentalité. Pourtant, une partie pathétique de moi, la partie qui avait passé 22 ans à désirer leur approbation, a ressenti un léger battement d'espoir. Peut-être avaient-ils sincèrement réalisé ce qu'ils avaient perdu. Peut-être voulaient-ils réellement reconstruire notre relation. J'étais sur le point de découvrir à quel point cet espoir était naïf. Ils voulaient se rencontrer pour dîner, pour célébrer, a insisté maman, bien que quelque chose dans son ton suggérait que cette célébration venait avec des conditions. Ça fait trop longtemps, Alice. Tu nous manques. Tu me manques? Après 5 ans de silence radio, je leur manquais soudainement. Comme c'est pratique que ce sentiment coïncide avec la découverte de mon succès professionnel. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de les rencontrer dans un restaurant à Boston, terrain neutre, où je pouvais partir quand je voulais, et suffisamment public pour qu'ils aient à maintenir une certaine semblance de civilité. Je suis venu de New York un samedi après-midi, la curiosité l'emportant sur mon bon sens. Ils étaient déjà assis lorsque je suis arrivé au restaurant haut de gamme que j'avais suggéré. Le genre d'endroit que mon salaire de Goldman Sachs pouvait se permettre sans y penser à 2 fois. Maman, papa, Emma et Jake. Tous ensemble pour la première fois en 5 ans, ressemblant à la famille américaine parfaite qu'ils avaient toujours prétendu être quand cela les arrangeait. Alice. Maman s'est levée comme si nous étions des parents perdus de vue se retrouvant après des décennies. Tu es magnifique. N'est-elle pas magnifique, tout le monde? L'enthousiasme semblait théâtral, répété, comme s'ils avaient pratiqué ces retrouvailles dans la voiture. Je me suis assise et j'ai commandé un verre de vin, étudiant leur visage. Papa avait l'air mal à l'aise, se tortillant sur sa chaise et évitant le contact visuel direct. Jake semblait s'ennuyer, vérifiant son téléphone périodiquement. Emma ne cessait de fixer mes vêtements, mes bijoux, ma montre, calculant probablement le coût de tout. Seule maman maintenait l'excitation théâtrale. Alors, papa a commencé après les banalités obligatoires sur mon appartement et mon trajet. Ce discours de Harvard est tout un honneur. Oui, j'ai acquiescé, prenant une gorgée de vin qui coûtait probablement plus cher que tout leur repas. Nous l'avons dit à tout le monde, a ajouté Emma, soudainement animée. Mes amis sont tellement impressionnés que ma sœur soit la diplômée la plus brillante de Harvard. Je n'avais aucune idée que tu étais si accomplie. Bien sûr que non. Parce qu'en 5 ans, aucun d'entre eux ne s'était donné la peine de savoir ce que je faisais de ma vie. Nous avons fait des recherches, a dit Jake, posant son téléphone pour la première fois de la soirée. Goldman Sachs est vraiment prestigieux, n'est-ce pas? Tu dois gagner beaucoup d'argent. Le voilà. La vraie raison de ces retrouvailles, pas l'amour, pas la fierté, pas un intérêt sincère pour mon bien-être. L'argent. Le fait est, a continué maman, tendant la main par-dessus la table pour me tapoter la main comme si nous étions proches. Nous avons réfléchi à tout ce que tu as accompli, et nous réalisons que nous n'avons pas été aussi solidaires que nous aurions dû l'être. Voilà la pièce de théâtre, ai-je pensé, observant attentivement son visage. Nous étions de jeunes parents, a ajouté papa, sa voix portant ce que je suppose qu'il pensait être un regret sincère. Nous avons fait des erreurs, mais nous t'avons toujours aimé, Alice. Toujours été fiers de toi. Nous avons toujours su que tu étais brillante, a renchéri maman, les yeux brillants de ce qui ressemblait à une émotion sincère. Même quand tu étais petite, nous pouvions dire que tu étais spéciale. Tu te souviens comment tu lisais ces gros livres? Comment tu gagnais toutes ces compétitions académiques? Juste un instant, un moment d'espoir pathétique, j'ai senti quelque chose voltiger dans ma poitrine. La reconnaissance, l'acquiescement, la validation que j'avais tant désiré toute mon enfance. Nous avons toujours cru en toi, a ajouté papa, hochant la tête sincèrement. Nous savions que tu étais destiné à la grandeur. Nous ne savions pas comment montrer notre soutien.
Les mots que j'avais attendus pendant 27 ans. Ils avaient toujours cru en moi. Ils avaient toujours su que j'étais spécial. Ils avaient toujours été fiers. Vraiment, je me suis entendu demander, et je détestais à quel point ma voix sonnait petite. Bien sûr. Le sourire de maman était radieux. Nous avons toujours parlé de notre brillante fille. N'est-ce pas tout le monde? Emma et Jake ont acquiescé, bien que leurs expressions suggéraient que c'était aussi une nouvelle pour eux. Pendant environ 30 secondes, je me suis laissé y croire. Je me suis laissé imaginer que peut-être j'avais eu tort. Peut-être qu'ils avaient été fiers mais juste mauvais pour le montrer. Peut-être que c'était réel. Et puis maman a prononcé la phrase qui a brisé complètement ce fantasme. Maintenant que tu as tant de succès, a-t-elle dit, sa voix prenant un ton différent. Nous pensons qu'il est temps que tu redonnes à la famille qui a tant investi en toi. Il est temps de montrer de la gratitude pour tout ce que nous avons fait pour t'aider à arriver là où tu es. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Investissement. Gratitude. Redonner. Qu'est-ce que vous demandez exactement, ai-je dit, ma voix monocorde. Ils ont échangé des regards autour de la table, ayant clairement répété cette partie aussi. Eh bien, papa a commencé avec précaution. J'ai qu'envisage des études supérieures, mais les prêts étudiants sont si chers ces jours-ci. Et Emma et David veulent acheter une maison, a ajouté maman. Mais ils ont besoin d'aide pour la compte. Ton père et moi vieillissons, a continué maman. Et la planification de la retraite est difficile. Nous avons tant sacrifié au fil des ans. Je les ai fixés, traitant ce qui se passait. Ils m'avaient attiré ici avec une fausse fierté et une affection fabriquée, puis ils étaient immédiatement passés au véritable programme. Mon argent. Vous avez investi en moi, ai-je répété lentement. Bien sûr que nous l'avons fait, a dit maman, sa voix prenant un ton défensif. Nous t'avons conduite à l'école tous les jours. Nous avons encouragé tes études. Nous avons soutenu ton éducation. Nous avons cru en toi quand personne d'autre ne l'a fait. La révision de l'histoire était si scandaleuse qu'elle en était presque impressionnante. Ils avaient transformé des années de négligence en sacrifice, d'indifférence en soutien, d'abandon en investissement. Nous n'avons jamais rien demandé à l'époque, a ajouté papa. Parce que tu n'étais qu'une enfant. Mais maintenant tu as du succès et la famille est de la famille. La famille est de la famille de la part des personnes qui avaient passé 5 ans à faire semblant que je n'existais pas. J'ai éclaté de rire. Pas le petit rire poli que l'on donne à une histoire légèrement amusante, mais un rire franc, qui venait des tripes et qui a fait que d'autres convives se sont tournés pour regarder notre table. Qu'est-ce qui est si drôle, a demandé Emma, l'air réellement confuse. Vous, ai-je dit, riant toujours. Vous tous. Tout ce spectacle. Leurs expressions confiantes ont commencé à vaciller. Mes rires ont rempli le restaurant, attirant les regards d'autres convives et rendant ma famille de plus en plus mal à l'aise, mais je ne pouvais pas m'arrêter. L'audace pure de ce qu'il tentait était presque artistique dans son impudence. Vous avez investi en moi, ai-je répété, essuyant les larmes de mes yeux. C'est absolument fascinant. Permettez-moi de partager quelques souvenirs de votre investissement. Leurs expressions confiantes se fissuraient, l'incertitude s'insinuant sur les bords. Quand j'avais besoin de fournitures pour des projets scolaires, je les achetais avec l'argent de mon travail de tutrice parce que vous demander était inutile. Quand je voulais participer à des camps universitaires, je postulais à des bourses parce que vous ne pouviez pas vous donner la peine de soutenir mes intérêts. Quand j'ai été accepté à Harvard? Vous n'avez même pas pu gérer un enthousiasme de base. Alice, ce n'est pas comme ça que nous nous en souvenons, a dit maman faiblement, sa chaleur théâtrale commençant à s'évaporer. Oh, je ne fais que commencer, ai-je continué, ma voix restant calme tandis que mes mots devenaient plus acérés. Laissez-moi vous dire comment je me souviens de votre investissement. Je me souviens d'avoir pris un bus Greyhound pour Harvard parce que me conduire était un inconvénient. Je me souviens d'avoir mangé des crackers de distributeur automatique pour le déjeuner parce que les activités familiales ne m'incluaient pas. Papa s'est agité sur sa chaise, évitant le contact visuel. Je me souviens d'avoir passé toutes les vacances seul à l'université parce que rentrer à la maison signifiait être critiqué pour la façon dont je m'habillais, dont je parlais, dont j'osais utiliser de grands mots qui vous mettaient mal à l'aise. Je me souviens de mes frères et sœurs m'appelant professeur Casse-Pied et de ma mère me disant que je devais être plus normal, moins intense, moins moi-même. Emma fixait son assiette maintenant,
se souvenant probablement de sa propre participation à me faire sentir indésirable. Mais voici mon souvenir préféré, ai-je dit, me penchant légèrement en avant. Le jour de la remise des diplômes, le jour où j'ai été choisi pour représenter toute ma promotion de Harvard en tant que major de promotion. Où étaient mes parents dévoués et solidaires qui avaient toujours cru en moi? Le silence à notre table était assourdissant. C'est exact. Vous étiez à la fête à la piscine de votre cousin Tommy parce que, je cite, « Les remises de diplômes sont tellement ennuyeuses. » Je me suis tenu sur cette scène, représentant l'une des universités les plus prestigieuses du monde, et j'ai prononcé un discours devant 2000 personnes pendant que ma famille barbotait dans une piscine parce que mes réalisations étaient trop fastidieuses pour être témoin. La main de maman a volé à sa gorge, un geste nerveux de mon enfance. Et après avoir obtenu mon diplôme, ai-je continué, quand j'ai déménagé à New York pour commencer ma carrière chez Goldman Sachs, l'un d'entre vous a-t-il appelé pour savoir comment j'allais? Quelqu'un a-t-il demandé si j'avais besoin d'aide pour m'installer? Quelqu'un a-t-il montré le moindre intérêt pour ma vie? Jake faisait maintenant défiler son téléphone, souhaitant probablement pouvoir y disparaître entièrement. 5 ans, ai-je dit, levant la main. 5 ans de silence complet. Pas d'appel d'anniversaire, pas de SMS de vacances, pas de nouvelles? Rien. Jusqu'à aujourd'hui, où vous avez découvert que mon succès pouvait vous être financièrement bénéfique. Nous ne vous avons jamais aidé parce que vous n'avez jamais eu besoin de nous, a dit papa désespérément, essayant de sauver le récit. Vous avez toujours été si indépendante, si autonome. Vous avez absolument raison, ai-je dit avec un sourire aussi tranchant qu'un couteau. Je n'ai jamais eu besoin de vous parce que vous m'avez fait comprendre très tôt dans mon enfance que vous en avoir besoin était inutile. J'ai appris à être autonome parce que vous ne m'avez laissé aucun autre choix. Mais nous sommes une famille, a dit Emma doucement, parlant pour la première fois depuis que la conversation était devenue sérieuse. Non, ai-je dit fermement. La famille ne se traite pas comme vous m'avez traité. La famille n'ignore pas ses enfants pendant des années puis ne se présente pas en exigeant de la gratitude et de l'argent. La famille ne vend pas les biens les plus précieux de quelqu'un pour $50 afin de financer une fête. Les yeux de maman se sont écarquillés. Elle avait oublié les livres. Oh, oui, ai-je dit, notant son expression. Je connais la collection Shakespeare de ma grand-mère, vendue lors d'un vide-grenier pour $50 pour aider à payer la fête de fiançailles d'Emma. Mes biens les plus précieux, y compris le dernier cadeau du seul membre de ma famille qui m'ait jamais vraiment aimé, échangé contre de la petite monnaie. Le restaurant est soudainement devenu très silencieux autour de nous. Vous voulez savoir à quoi ressemblait réellement votre investissement, ai-je demandé, sortant mon téléphone. Laissez-moi vous montrer. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai tourné l'écran vers eux. Pas mon solde, cela aurait été cruel, mais mes récents dons caritatifs. Ce mois-ci seulement, j'ai donné plus d'argent à des fonds de bourse d'études que vous n'avez dépensé pour toute mon enfance. J'ai doté un programme à Harvard qui aide les étudiants de première génération. J'ai financé des compétitions académiques pour des enfants qui, comme moi, trouvent leur valeur et leur réussite intellectuelle plutôt que la popularité. J'ai rangé mon téléphone et me suis penché en arrière sur ma chaise. C'est à cela que ressemble un véritable investissement. Soutenir les rêves des gens, croire en leur potentiel, célébrer leur réalisation. Vous n'avez rien fait de tout cela pour moi. Nous avons fait des erreurs, a dit maman. Les larmes lui montaient aux yeux, mais elles ressemblaient plus à des larmes de frustration qu'à de véritables remords. Vous avez fait des choix, ai-je corrigé. Des choix délibérés et constants de privilégier mes frères et sœurs à mon détriment, de minimiser mes réalisations pour me faire sentir indésirable dans ma propre maison, de m'abandonner quand j'avais le plus besoin de soutien. Je me suis levé, posant suffisamment d'argent liquide sur la table pour couvrir mon vin et même un peu plus. Voici ce qui va se passer, ai-je annoncé. Je vais prononcer ce discours à Harvard et il portera sur l'importance de construire sa propre vie lorsque les personnes qui devraient vous soutenir choisissent de ne pas le faire. Il portera sur la recherche de la force dans la solitude et du succès malgré les obstacles que les autres placent sur votre chemin. La bouche de maman s'est ouverte comme pour protester, mais j'ai levé la main. Vous avez passé toute ma vie à me faire sentir que je n'avais pas d'importance. Félicitations. Vous avez si bien réussi que j'ai construit une vie extraordinaire sans avoir besoin de votre approbation. Je ne vous dois rien, sauf peut-être un merci. Un merci, a demandé papa, l'air confus. Pour m'avoir appris que la seule personne sur laquelle je peux vraiment compter, c'est moi-même.
Pour m'avoir montré que la famille est ce que l'on construit, pas ce à quoi l'on est. Pour avoir prouvé que parfois le plus grand cadeau que des parents négligents peuvent faire à leur enfant est la motivation de ne jamais leur ressembler. J'ai pris mon sac à main et ma veste. Profitez de votre dîner et continuez à faire semblant que je n'existe pas, car c'est exactement ce que je vais faire avec vous tous. Alors que je me dirigeais vers la sortie du restaurant, j'ai entendu maman appeler désespérément, « Alice, attends. Nous pouvons arranger ça. » Mais je ne me suis pas retourné. Certains ponts ne valent pas la peine d'être reconstruits. Certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées. Certaines personnes ne méritent pas d'accéder à la vie que vous avez créée sans elles. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Un travail significatif, des relations authentiques et la certitude inébranlable que j'avais gagné chaque succès grâce à mes propres efforts et à ma détermination. Plus important encore, j'avais la paix. Le genre de paix qui vient de la compréhension finale que vous n'avez jamais été le problème. Le discours de remise des diplômes de Harvard a été prononcé devant 8000 personnes un parfait matin de juin, exactement 6 mois après ce désastreux dîner de famille à Boston. J'ai regardé le public rempli de familles fières et j'ai ressenti un bonheur sincère pour chaque diplômé qui avait des gens là pour applaudir leur réalisation. Contrairement à ma propre remise de diplôme 5 ans plus tôt, cette fois, je ne balayais pas la foule en espérant voir des visages familiers. Je savais exactement qui était dans ce public. Des gens qui avaient choisi d'être là. Des gens qui valorisaient l'éducation et la réussite. Des gens qui comprenaient que le savoir et la croissance personnelle sont des cadeaux qui valent la peine d'être célébrés. Mon discours portait sur l'autonomie et le courage de définir sa propre valeur lorsque les autres refusent de voir votre valeur. J'ai parlé de la différence entre être seule et être indépendante. J'ai discuté de la force qui vient de construire quelque chose de significatif avec ses propres mains et son propre esprit. Le succès, ai-je dit à la promotion sortante, ce n'est pas de faire ses preuves auprès de personnes qui refusent de voir votre valeur. C'est de reconnaître sa propre valeur et de construire une vie qui la reflète. C'est de comprendre que la famille que l'on choisit est souvent plus importante que la famille à laquelle on est. J'ai partagé des histoires de résilience sans apitoiement, de triomphe sans arrogance. J'ai parlé des professeurs devenus mentors, des collègues devenus amis, de la famille choisie qui avait soutenu mon parcours d'une manière que ma famille biologique n'aurait jamais pu. Certains d'entre vous ont peut-être des parents dans ce public qui ont tout sacrifié pour vous voir réussir, ai-je dit, observant la foule. Chérissez-les. Certains d'entre vous sont peut-être des étudiants de première génération dont les familles ne comprennent pas pleinement leur réalisation mais les aiment quand même. Honorez cet amour. Et certains d'entre vous sont peut-être ici aujourd'hui sans aucun soutien familial, ayant construit leur propre fondation grâce à une détermination pure. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas inférieur. La standing ovation a duré plus longtemps que mon propre discours de remise des diplômes. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas des applaudissements pour une réussite personnelle. C'était la reconnaissance d'une vérité universelle sur la résilience, sur la capacité humaine à s'épanouir malgré les obstacles, sur le pouvoir de choisir son propre chemin. Après la cérémonie, j'ai été abordé par des centaines de personnes, des parents qui ont promis de mieux faire avec leurs propres enfants, des étudiants qui se sont sentis inspirés à poursuivre leurs rêves malgré le découragement familial. D'autres diplômés qui ont partagé leurs propres histoires de construction de vies indépendantes des attentes familiales. Mais la conversation qui a le plus compté est venue du docteur Rodriguez, mon ancienne professeure d'économie, qui était devenue une mentor et une amie au fil des ans. Alice, a-t-elle dit, me prenant à part, ce discours va changer des vies. Vous avez transformé votre douleur en un but, votre lutte en force. C'est la marque d'un véritable leadership. But. Force. Leadership. Des mots qui définissaient non pas ce que j'avais surmonté, mais ce que j'étais devenu. Alors que je rentrais à New York ce soir-là, mon téléphone a vibré avec des SMS de félicitations de collègues, d'amis et d'anciens camarades de classe. Des relations authentiques construites sur le respect mutuel et une affection sincère. Pas un seul message de ma famille biologique. Et pour la première fois de ma vie, ce silence a semblé être un cadeau plutôt qu'un rejet. J'avais construit quelque chose de magnifique sur les ruines de leur négligence. J'avais pris leur abandon et l'avais transformé en indépendance. J'avais transformé leur indifférence en autonomie et leur critique en confiance. Plus important encore, j'avais appris que l'amour ne se limite pas au lien du sang ou à l'obligation. L'amour consiste à choisir d'être là pour quelqu'un, à célébrer ses victoires,
à le soutenir à travers les défis et à croire en son potentiel même lorsqu'il ne croit pas en lui-même. Ma famille choisie, Sarah, mes collègues, mes mentors, mes amis, m'avaient donné plus d'amour et de soutien que je n'en avais jamais reçu des personnes qui m'avaient élevé. Ils avaient prouvé que la famille est ce que l'on construit, pas ce à quoi l'on est. 3 ans plus tard, je suis assise dans mon bureau à domicile, qui donne sur un jardin que j'ai planté moi-même. Des herbes et des fleurs qui prospèrent sous mes soins, des livres qui reflètent mes intérêts et mes aspirations, des photos qui montrent des relations authentiques et de véritables réalisations. Mon téléphone s'allume occasionnellement avec des notifications, mais j'ai depuis longtemps bloqué les numéros qui avaient autrefois le pouvoir de me blesser. Les numéros inconnus vont directement à la messagerie vocale, et les numéros familiers reçoivent l'attention qu'ils ont gagnée grâce à une gentillesse constante. Le mur à côté de mon bureau affiche mon diplôme de Harvard, des photos de mes voyages, des récompenses de mon entreprise et une copie encadrée de ce discours de remise des diplômes. Non pas parce que j'ai besoin de rappels constants de mon succès, mais parce qu'il représente quelque chose de plus précieux que la réussite. Il représente la vie que j'ai choisi de construire lorsque j'ai cessé d'attendre la permission d'être moi-même. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir coupé les ponts avec ma famille. La réponse est toujours la même. On ne peut pas regretter d'avoir perdu quelque chose que l'on n'a jamais vraiment eu. On ne peut pas regretter un soutien qui n'a jamais été offert, un amour qui n'a jamais été donné ou une fierté qui n'a jamais été ressentie. Ce que j'ai à la place est quelque chose de plus précieux. La certitude absolue que tout ce qui est bon dans ma vie a été gagné par mes propres efforts, choisi par mes propres valeurs et construit de mes propres mains. Personne ne peut s'attribuer le mérite de mon succès parce que personne d'autre n'y a contribué. Je dors bien la nuit en sachant que la femme que je suis devenue est entièrement ma propre création. Et si ce n'est pas la plus grande victoire de toutes, je ne sais pas ce que c'est. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur la recherche de force dans des endroits inattendus. N'oubliez pas que la famille que vous choisissez est souvent plus importante que la famille à laquelle vous naissez. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre sans les personnes qui ont essayé de vous faire sentir petit. Parfois, la plus grande victoire est de partir et de construire quelque chose de beau à partir de la liberté que ce choix procure. Faites-vous confiance. Bâtissez votre propre fondation. Choisissez des personnes qui célèbrent votre lumière au lieu de l'éteindre. Vous ne méritez rien de moins qu'un amour authentique et un soutien sincère.